Bonjour, je vous propose d'aborder comme sujet aujourd'hui la franc-maçonnerie et son influence dans notre société. Lorsque l'on parle de la franc-maçonnerie, bon nombre de personnes non initiées ont des préjugés qui peuvent être sympathiques dans certains cas et dans d'autres cas être franchement hostiles ou agressifs. Je pense donc qu'il est important de replacer les choses dans leur contexte et d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie. Tout d'abord, une première précision, le fait de parler de franc-maçonnerie au singulier est déjà en quelque sorte une erreur. En réalité, on va plutôt parler de puissance maçonnique au pluriel et donc des francs-maçonneries. Au niveau de la franc-maçonnerie ou des francs-maçonneries, nous allons faire une première distinction qui est une distinction historique, philosophique et méthodologique. Cette distinction se fait entre ce que l'on qualifie de loge régulière ou de loge irrégulière ou non reconnue. Le mot non régulier n'a pas ici de connotation péjorative, c'est simplement un cheminement historique et à un moment donné une différenciation. Partons de la base de la franc-maçonnerie et de la loge anglaise, avec un démarrage vraisemblable dans le courant du XVIIIe siècle, peut-être le XVIIe siècle, et une filiation qui remonterait au Moyen-Âge, voire plus loin, qui, elle, n'est pas avérée. La franc-maçonnerie, au départ, est de tradition chrétienne, plutôt protestante, et donc, contrairement à ce qui peut circuler, est donc au départ de tradition déiste. Néanmoins, on ne peut pas qualifier la franc-maçonnerie d'ordre chrétien parce qu'elle ne reconnaît pas de façon implicite ou explicite la notion de dogme, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Par contre, en ce qui concerne la franc-maçonnerie régulière, qui est donc la première à exister sur le plan historique, on peut parler effectivement d'une franc-maçonnerie qui, elle, reconnaît l'existence de ce que l'on appelle un grand architecte de l'univers, ce que l'on peut traduire en langage clair par l'existence de Dieu. Là où il y a une discussion par rapport à la dogmatique, et que certains francs-maçons considèrent que dès lors qu'il y a croyance en un Dieu, on est forcément dogmatique, alors que d'autres ont comme argument que la croyance à un grand architecte de l'univers n'oblige pas à nommer ou à avoir une représentation de ce que l'on met derrière ce mot. Autrement dit, elle serait même régulière, elle serait adogmatique dans le sens où chacun, derrière l'appellation grand architecte de l'univers, peut placer le concept qui lui sied. Exemple, je peux être complètement athée et croire que la puissance qui a créé l'univers est une puissance purement physique, que c'est le Big Bang et que c'est un phénomène cosmologique en rapport avec la loi de causalité. Eh bien, si j'appelle cette singularité le grand architecte, ben, c'est mon droit. Je peux également être de façon modérée dans un cheminement religieux qui m'est personnel et avoir une représentation de Dieu qui m'est personnelle. À partir du moment où je ne considère pas que c'est une révélation et qu'il n'y a qu'une seule conception et que je suis ouvert à d'autres approches,
Je reconnais l'existence d'un Dieu d'une certaine manière, mais sans être dans une dogmatique ou sans reconnaître le dogme d'une religion ou d'une autre religion, peu importe laquelle. C'est donc ici la première émanation de la franc-maçonnerie, maçonnerie régulière, qui demande donc au départ que l'on soit relativement dans une forme d'agnosticisme, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence d'un être suprême, en tout cas d'un événement qui pourrait être considéré comme étant à l'aune, à la genèse, à la base du monde, sans pour autant dire que l'on est capable d'identifier ce qu'est cet élément, de le nommer, voire même de le connaître. C'est d'ailleurs le fondement de l'agnosticisme qui stipule qu'on reconnaît l'existence d'un être dont on est incapable d'appréhender la réalité physique et métaphysique. Par rapport à cette régularité maçonnique, certains, et notamment et en rapport avec la sécularisation de la société, certains se sont distanciés et ont considéré que la libre pensée qui était la leur ne leur permettait pas de reconnaître en fait ce que l'on appelle ce précepte, qui dans le langage maçonnique s'appelle un landmark, et donc ce précepte premier, que en leur âme et conscience ils ne pouvaient pas le reconnaître, et que dès lors la possibilité pour eux d'être dans ce type de franc-maçonnerie n'était pas possible. De là, à un moment donné, et notamment sur le continent européen, une distanciation de la loge d'Angleterre et de ce qu'on appelle donc la maçonnerie régulière ou maçonnerie déiste adogmatique, une différenciation, une distanciation s'est progressivement créée. Et certains ateliers, puisque une loge est composée d'ateliers qui, eux, ont une forme d'autonomie aussi locale. Si vous voulez un comparatif religieux, nous dirions que vous avez par exemple un évêque et qu'il y a des paroisses, et que toutes les paroisses dépendent au niveau de leur autorité de l'évêque, mais que chaque paroisse a l'autorité de gestion du quotidien qui est la sienne, et qu'elle doit rester dans une forme de régularité par rapport aux préceptes de l'évêque et les préceptes de Rome. Eh bien, cette organisation, qui est une organisation purement humaine, existe aussi dans la franc-maçonnerie, et donc au départ, comme le schisme du protestantisme qui est issu du catholicisme, eh bien, il y a eu un schisme, si vous voulez, même si certains n'aiment pas ce mot. En tout cas, on peut parler de différenciation. Et certains ateliers ont considéré qu'eux ne travailleraient pas dans leur représentation symbolique avec la notion de grand architecte de l'univers. Ce faisant, de fait, ils ont été dans une démarche de sécularisation de la société, de laïcité si vous voulez, et donc en sont arrivés à, en ne reconnaissant pas ce principe premier du grand architecte, à ne plus être dans la droite ligne de la régularité maçonnique. À ce moment-là, ils ont été considérés comme n'étant pas loge régulière, et de là sont nées des obédiences qui sont considérées comme étant irrégulières. Et une des premières obédiences considérées comme irrégulières a été par exemple le Grand Orient, notamment le Grand Orient de France, avec comme particularité de continuer à garder tous les principes maçonniques, de travail sur soi, de réflexion et d'amélioration de l'individu et de l'individu dans son interaction avec la société,
et à l'exception de ce landmark, de la reconnaissance d'un grand architecte. Et dès lors, cette irrégularité n'a posé comme seul problème que de rompre le dialogue et de créer un schisme et de faire que nous avons eu à ce moment-là une franc-maçonnerie continentale plutôt laïque, en tout cas dans sa forme pratiquement politique laïque, alors que dans sa forme philosophique, elle acceptait des gens tout à fait ouverts à une forme de réflexion spirituelle, mais se déclarant en tout cas d'une laïcité politique, même si la franc-maçonnerie, on va dire, du Grand Orient, autorise l'être humain, bien entendu, à être dans une forme de spiritualité, mais que l'on va qualifier de laïque, voire dans certains ateliers d'athée. Mais cet athéisme n'est absolument pas obligatoire ni avéré, et des gens, normalement, devraient pouvoir être considérés comme étant des croyants libres, parce que la libre pensée, c'est le droit de croire ou pas. Par contre, évidemment, de laisser tout à fait en suspens et de ne pas se positionner par rapport à l'existence d'un être suprême, créateur du monde ou pas. La tendance générale du Grand Orient et de ce qui en découle étant plutôt une tendance fortement laïque et fortement athée, mais sans que ce soit exclusif et exclusoire, en disant que à ce moment-là, le profane qui frappe à la porte du temple et souhaite entrer doit évidemment avoir une ouverture d'esprit et une liberté d'être qui fait qu'il n'est pas inféodé quelque part au niveau de sa pensée à une pensée religieuse et qu'il garde bien son libre arbitre. Ce qui n'empêche pas d'avoir une spiritualité, et les deux doivent évidemment être distingués. Donc voilà, alors par rapport à la maçonnerie irrégulière, eh bien d'autres ajoutes sont venus se poser, et notamment le fait que, au départ, que l'on parle de franc-maçonnerie régulière, en Belgique représentée par la Grande Loge régulière de Belgique, ou de franc-maçonnerie irrégulière, au départ représentée par le GOB, le Grand Orient de Belgique, eh bien dans les deux cas, il n'y avait pas admission des femmes. Il n'y avait donc, entre guillemets, que des frères, sur le plan de la terminologie utilisée, et les réunions se passaient exclusivement entre hommes. C'est toujours le cas au niveau du Grand Orient, et c'est toujours le cas au niveau de la Grande Loge régulière de Belgique. Mais au sein même de ces deux institutions, et plus évidemment au sein de la loge non régulière, mais néanmoins la plus importante et la plus nombreuse en Belgique, qui est le Grand Orient, des débats internes et philosophiques sur ce positionnement de la société, notamment vis-à-vis de la mixité, se sont mis en place. Et certains ont décidé qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils souhaitaient une évolution. Et ils avaient le choix d'attendre l'évolution classique qui peut prendre des dizaines d'années dans certains cas dans toutes les institutions. C'est la même chose au sein de la franc-maçonnerie, d'une évolution où ils pouvaient eux-mêmes se démarquer et créer des loges, et notamment une loge au départ, qui considère la mixité comme étant la norme. C'est le cas par exemple de la loge maçonnique qui s'appelle le droit humain, car le droit humain est mixte et initie aussi bien des hommes que des femmes. On va donc parler de frères et de sœurs initiés. Ceci a son importance puisque de là découle aussi la volonté de certaines sœurs de se retrouver entre femmes, et alors la création de loges uniquement féminines a également été, on va dire, institutionnalisée d'une certaine manière. Et les loges irrégulières aussi se sont créées sur la base de la philosophie de travail.
Le travail maçonnique et le but du travail maçonnique est sensiblement le même, mais les méthodes peuvent varier, notamment au niveau de ce que l'on appelle le rituel. C'est-à-dire que le temps maçonnique est un temps suspendu et le travail au sein des temples demande une ambiance particulière, demande des codes particuliers. Il n'y a là rien de secret. Tout cela peut se retrouver sur Internet et n'importe quel profane, n'importe quelle personne qui s'intéresse peut disposer des codes, des clés et de tout ce dont elle a besoin. Mais ce qui fait le franc-maçon, ce n'est pas sa connaissance théorique. Ce qui fait le franc-maçon, c'est la reconnaissance par les autres francs-maçons de son passage initiatique. On ne devient donc pas franc-maçon par sa propre volonté et par ses connaissances, quelle que soit l'intelligence que l'on a. Il y a certainement des profanes, des chercheurs, des scientifiques qui étudient, des sociologues, voire des anthropologues, qui étudient le phénomène maçonnique et qui sont bien plus érudits que des francs-maçons de base